Je suis très heureuse de pouvoir être ici, notamment avec la 4e lauréate du programme Gilbert Musy, un programme que je vous présente juste un peu dans le profil, pas dans le détail. Donc, Rosy Piñas del Puech est la 4e lauréate de ce programme qui s'appelle justement Gilbert Musy. Peut-être vous l'avez connu encore. Gilbert Musy était un grand traducteur de l'allemand vers le français et il a accompagné entre 1989 et 1999, l'année de sa mort, quasiment toutes les activités du Centre de traduction littéraire. C'est aussi lui qui, à l'époque, en 1992, qui a en fait donné je suppose le premier atelier de traduction littéraire pour traducteurs littéraires ici en Suisse. Et c'était une espèce d'audace téméraire de présenter quelque chose pour des gens, pour des traducteurs littéraires qui à l'époque étaient parfaitement inconnus, invisibles, inaudibles. Et c'est grâce à lui, grâce à son engagement, que la traduction littéraire est devenue en fait un pan de la culture suisse visible et reconnue. Rosy Piñas del Puech nous fait l'honneur d'être la 4e lauréate de ce projet après Jean-Louis Besson, Jean-Baptiste Parra et l'année passée José Camoun, que vous avez peut-être pu voir l'année passée. Toutes les 4 ont eu le plaisir d'être ici au château de Lavigny. Et je remercie beaucoup le château de Lavigny et surtout Sophie Kandaroff pour l'accueil. Tous les lauréats le disent, c'est un grand plaisir d'être ici. Donc, merci beaucoup aussi à Sophie. L'objectif en fait de ce programme Gilbert Musy, c'est double. Donc la lauréate, elle est ici pendant 2 mois et c'est une bourse de travail, parce que vous allez voir, vous avez peut-être vu que Rosy Piñas del Puech fait beaucoup. Donc il y a une tâche en fait de transmission de son savoir-faire, mais c'est bien sûr aussi une reconnaissance d'un travail d'une très grande traductrice comme l'est Rosy Piñas del Puech. Rosy Piñas del Puech, vous avez peut-être pu voir, est née à Istanbul dans un contexte polyglotte, polyphone, un père francophone, une mère germanophone, le turc dans la rue, les histoires dans d'autres langues qui sont racontées par les grands-mères, les séjours, je crois, dans les îles grecques aussi. Donc il y a vraiment une confusion de langues qui l'a bercée, qui l'a créée dès le début. Elle a fait des études de philosophie en France à partir de 18 ans chez Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur. Ensuite, elle est allée en Israël où elle a enseigné elle-même la littérature et la philosophie. Elle découvre en Israël l'hébreu, une langue, elle va vous le dire peut-être encore, une langue qui l'impressionne pour toujours et qui va en fait marquer son profil, son devenir comme écrivaine, comme traductrice. Elle est traductrice de l'hébreu, du turc et de l'anglais. Je pense que c'est ça, les 3 langues. Modérément, mais voilà, quand même. Elle est aussi auteure, elle a comme vous-même, donc elle est aussi, elle a en fait les 2 pans, l'écriture et la traduction, qui sont en fait les deux sont des pans très importants de son activité. Et Sophie, elle l'a déjà dit au début, vient de paraître le typographe de Whitechapel, qu'elle signe comme écrivaine. Et elle est en train de traduire ici à Lavigny un roman de Dror Burstein dont elle va nous lire un passage. Et je suis très heureuse de te donner la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Et d'abord un tout petit texte que je vais vous lire en hébreu, puis en français. Je dédie la lecture
à toi, Irène. Oui, parce que, voilà, j'arrive presque au bout d'un long programme. C'est une expérience unique parce que je ne m'attendais pas à trouver aussi bien une grande intensité intellectuelle à mon séjour et en même temps une grande sérénité. Je ne connais pas les deux en même temps. L'intensité intellectuelle exclut d'habitude la sérénité. Et c'est ce que j'ai découvert ici, et je te remercierai jamais assez. Et toi aussi, Irène. Parce qu'on a beaucoup échangé avant mon arrivée pour préparer ce séjour, et c'était de vrais échanges intellectuels. Et j'ai posé comme sujet d'atelier, etc., l'économie, l'écologie du texte. C'est une chose que l'hébreu m'a apprise. Et il se trouve que j'avais avec moi un petit texte qui continue de m'inspirer. Je vous en parlerai et je vous le donnerai en préambule à ma traduction. Et après, je vais vous lire une toute petite page de ma grosse traduction en cours. Il ne faut pas que ça vous trompe, parce qu'il faut que vous ajoutiez un tiers de voyelles. Parce qu'en hébreu, on ne met pas les voyelles. Et il faut, même si j'évite beaucoup le foisonnement, non seulement je l'évite, je le crains, je le combats. Donc, même en combattant le foisonnement, le français fera, je pense, un bouquin de 500 pages. Je traduis d'habitude des plus petits livres. J'espère que c'est mon dernier grand roman traduit. J'ai envie de continuer à traduire des livres plus petits. Je voudrais saluer mes camarades. J'étais passionnée par ce que vous avez dit. Je trouve qu'on ne donne jamais assez la parole aux traducteurs. On découvre des personnalités absolument insolites, inédites, qu'on n'entend pas quand l'auteur est là. Et ce sont des écrivains. Quand on les écoute, ce sont des écrivains. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ce sont des personnalités originales, avec des parcours originaux. Et cette histoire de traduire d'une langue dans une autre est absolument un mystère qui n'en finit pas de me questionner, de m'étonner. Je me suis retrouvée ici depuis 2 semaines avec M. Asghar Nouri, qui est iranien. Je ne m'attendais pas si intellectuellement, je m'attendais à des points communs, mais nous parlons ensemble le turc. Tous les jours. Ça fait 2 ans que je ne pars pas en Turquie à cause du Covid. Et le matin, le soir, quand on se croise, on parle couramment le turc, tous les deux, parce que Asghar Nouri est originaire de Tabriz, il est azéri, et que les Azéris parlent le turc. Je croise Boyan, qui a été dans le lointain passé de ses ancêtres, occupé par l'Empire ottoman, qui a laissé ses traces dans sa langue. Et voilà, ça fait partie de ces croisements tout à fait insolites et inattendus, sans parler de Sika Fakambi, que je salue, que je connais depuis longtemps, et dont je salue tout le talent incroyable. Et Regina aussi, que je viens d'entendre en français, dans ce français merveilleux. Et voilà, ça c'est des parcours de traducteurs. Et voilà, quant au mien, voilà, c'est...
continuerai toujours d'interroger cette dernière langue qui est la mienne, l'hébreu, que je ne connaissais pas. Je parle beaucoup plus naturellement le turc avec Asghar. Bien sûr que s'il y avait un Israélien, je serais ravie de le parler, mais je suis née dans le turc et j'ai appris l'hébreu avec une volonté vraiment linguistique et culturelle. J'ai voulu apprendre cette langue à 20 ans. On n'a pas le même rapport, c'est comme la danse, la langue, ou la musique. Une langue qu'on apprend à 20 ans, on ne la joue pas comme mes amis violoncellistes. Je fais ça parce que j'en ai un petit peu de violoncelle. Et c'est une langue à laquelle un peuple s'est accroché pendant 2000 ans en excluant les femmes parce que c'était une langue qui avait été reléguée aux livres, aux religieux, et que les hommes s'en occupaient et pas les femmes. Au moment où un projet de foyer national juif est né pour des raisons, il y a des océans de livres là-dessus, je ne vous en parlerai pas maintenant, c'est l'hébreu qui a surgi comme élément fédérateur pour un peuple de traducteurs qui vivaient dans des pays et traduisaient d'une langue dans une autre en permanence. Et donc c'est cet hébreu qui a surgi, qui a été décidé, et c'est un peu ce que je raconte dans mon dernier livre, comment c'est né, dans quelles conditions et dans quelle espèce de patchwork de langue qui est un peu notre destin à nous les juifs. Et quand je traduis, c'est ça que j'entends. Ce que tu viens de dire, Irène, à mon sujet, ces langues que j'entendais, qui ne sont pas les mêmes que j'entends sous l'hébreu, mais j'entends des langues. Et j'ai besoin, je crois que c'est une des caractéristiques de l'humanité, de vivre dans un bruissement de langue. On peut le refuser. On peut, pour des raisons tout à fait politiques, dire on parle une langue, tous la même langue, etc. C'est faux. C'est un mensonge pur. Et c'est ça que j'aime, ce bruissement de langue. Ce que je vais vous lire là, j'espère que j'arriverai à vous le lire, parce que c'est une photocopie très brisée. C'est un écrivain que j'ai découvert il y a 25 ans, quand il avait 25 ans. Oui, c'est à peu près ça. Il est venu vers moi et il a dit j'aimerais bien être traduit en France. Je lui ai dit je connais tes nouvelles, elles sont absolument formidables. C'était un très jeune écrivain de nouvelles, mais Actes Sud ne va pas l'accepter. Tu es inconnu et en plus les nouvelles c'est très difficile à vendre sur le marché. Il faut que tu écrives un roman. Il m'a dit d'accord. Il est parti. Il est revenu 2 ans plus tard avec un roman de 70 pages. Un roman picaresque de 70 pages qui depuis a fait le tour du monde. Mon auteur est très connu. Il est traduit dans toutes les langues. Le français était la première langue traduite. Je l'aime beaucoup parce que c'est plus qu'aimer, je l'admire. Parce que il m'entraîne, moi qui n'ai pas son âge, dans la modernité permanente, dans le mouvement permanent, et parce que, contrairement au roman de Céline Curiol, il est extrêmement concis, laconique et bref, ce qui l'a rendu célèbre
c'est justement ce laconisme, ces mini-clips littéraires, au point que un architecte en Pologne lui a construit pour lui une maison entre deux immeubles, une maison de 3 étages, de 1,40 m de large. Vous pouvez le voir, vous pouvez le visiter sur Internet. Et la maison est à l'emplacement du ghetto de Varsovie, d'où venaient ses parents. Et donc c'est un hommage à son histoire et à sa brièveté. Il s'appelle Edgar Keret. Ce que je vais vous lire, si j'arrive à le lire, c'est tout simplement la 4e de couverture de son premier livre. C'est même pas à l'intérieur de ses nouvelles, mais j'avais trouvé ça tellement formidable que je l'ai introduit dans un recueil de nouvelles que nous avons publié en France, chez Actes Sud, et c'est ça que je vais vous lire. כשיש לך התקף אסתמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה, משהו בין 3 ל-6 מילים. זה נותן לך כבוד למילה. אתה עובר בין ערימות המילים שעולות לך בראש. בוחר את הכי חשובות, וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוצאים את כל המילים שהצטברו להם בראש, כמו שמוצאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר, אני אוהב אותך, או אני נורא אוהב אותך. יש הבדל של מילה. מילה זה המון, כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולין, או אפילו אמבולנס. Quand on a une crise d'asthme, on manque d'air. Quand on manque d'air, on a du mal à parler. La phrase est bloquée par la quantité d'air qu'on peut sortir des poumons. C'est bien peu, environ 3 à 6 mots. Ça inspire du respect pour le mot. On passe parmi les tas de mots qui vous viennent à l'esprit. On choisit les plus importants. Et pourtant, ils vous coûtent. Pas comme les gens sains qui sortent tous les mots accumulés dans leur tête comme on sortirait des poubelles. Pendant une crise, quand quelqu'un dit « je t'aime » ou « je t'aime terriblement », il y a une différence. Celle d'un mot. Et un mot, c'est beaucoup. Parce que ça peut être s'asseoir, ventoline ou même ambulance. C'est super. J'ai presque envie de ne pas lire la suite parce que je trouve que la soirée est longue. J'ai toute cette page à lire. Je peux vous en parler. Donc, dans le travail que j'ai apporté ici, au mois de septembre, j'ai travaillé pour moi, pour l'écriture, dans des conditions qui sont absolument inénarrables pour le moment par moi de Lavigny. Et mon mois d'octobre est consacré aussi bien à enseigner qu'à traduire. D'ailleurs,
J'ai traduit pendant tout le mois de septembre aussi, parce que, comme le disait très joliment Boyan, je n'ai pas de frontière entre traduction et écriture. Je pratique la même chose. Et donc, ce roman qui fait 330 pages, très très concentré, sans presque paragraphe, et sans voyelle, est exactement le contraire de ce que fait Edgar Keret, que j'aime tout autant. J'ai la chance, je me suis créé un peu cette chance de pouvoir explorer la littérature israélienne et d'aller chercher mes auteurs, et j'aime beaucoup tous mes auteurs. Dror Buchstein en fait partie. C'est un auteur aussi ample et foisonnant que Edgar Keret est asthmatique et minimaliste. Il n'est pas minimaliste, il a créé son propre mini-espace. Et donc, le livre s'appelle en hébreu Tit, qui veut dire boue, mad, de la boue. Et il s'agit d'un moderne Jérémie, le prophète Jérémie, biblique, dont il fait un personnage de poète un peu maudit et moderne dans la ville de Jérusalem, qui est une ville dingue, je veux dire frappée de folie. Et c'est là-dedans que déambulent ces personnages qui portent le nom des rois et de Nabuchodonosor, de Babylone, etc., de l'époque de Jérémie, en faisant un roman tragique-comico-burlesque et très foisonnant, parce que c'est un auteur extrêmement érudit, avec beaucoup de références. Et donc, la grande difficulté, c'est qu'il ne met jamais de guillemets quand il cite la Bible. Donc je suis venue ici avec ma grosse Sainte Bible sur ma table et je cherche en permanence, parce que je reconnais très vite à l'oreille que c'est le prophète qui parle, là d'un coup il glisse des phrases et il joue avec ça, mais pas du tout au début du roman et de ma traduction. Voilà. Merci infiniment, Rosine.